Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 politique, une fois par mois en plateau et prochainement chaque semaine pour suivre au mieux les différentes campagnes électorales. Je reçois aujourd'hui Olivier Delafère, conseiller départemental des Yvelines, conseiller municipal de Versailles. Il avait souhaité obtenir l'investiture des Républicains pour les législatives sur la première circonscription. Sa formation lui a préféré François-Xavier Bellamy, soutenu par le député sortant François de Mazières. Olivier de Mazières va-t-il malgré tout se présenter? Bonsoir à vous et bienvenue en plateau. Nous allons revenir sur l'actualité politique locale, nationale. Et donc tout d'abord cette question, serez-vous candidat même sans l'investiture des Républicains? Écoutez, pour le moment, il n'est pas question d'être candidat. Je crois qu'aujourd'hui, il est surtout question de savoir un peu ce qui s'est passé. On a eu une commission d'investiture qui s'est réunie très rapidement, sans avoir étudié, j'ai envie de dire, les 4 candidatures qui étaient présentes. On peut se poser la question aujourd'hui si, j'ai envie de dire, une telle méthode. Je ne conteste pas le résultat, on est bien d'accord, mais je conteste la méthode. Une telle méthode est encore faisable aujourd'hui, surtout quand on a eu un élan de démocratie comme on a pu avoir avec les primaires de la droite et du centre, où on a voulu aujourd'hui pouvoir choisir notre candidat. On revient finalement en local sur des situations un peu plus... Vous dites que c'est un peu obscur la façon dont le choix s'est fait? J'ai envie de dire un petit peu, oui. On vous l'a expliqué comment ce choix, donc ce sera François-Xavier Bellamy qui sera le candidat des Républicains sur cette première circonscription. Je reprécise, pour ceux qui n'habitent pas sur ce secteur qui couvre Versailles, Montigny-le-Bretonneux notamment. On vous l'a annoncé comment cette décision? J'ai reçu un coup de fil du maire pour me dire qu'il y avait eu une commission nationale d'investiture et qui s'était réunie et qui avait choisi François-Xavier Bellamy. En revanche, j'ai jamais été auditionné, j'ai jamais eu de réponse à ma candidature comme les autres candidats. Ce que je regrette un peu quand on fait une acte de candidature, c'est bien de respecter les candidats, notamment respecter les élus. On est dans des partis, on travaille pour notre parti et on s'aperçoit finalement que on ne prend pas en considération les élus qui ont fait une demande au sein du parti. Ça fait partie de la démocratie. On a une démocratie moderne. Je crois qu'aujourd'hui, il fallait aussi pouvoir aller plus loin que de simplement imposer le droit de suite, qui aujourd'hui, pour moi, n'a plus grand-chose à dire quand on a eu une primaire aujourd'hui à droite comme on l'a eu précédemment. Le droit de suite, on l'a combattu, François de Mazières et moi, on l'a combattu, François de Mazières en 2008, moi en 2011. Voilà, je regrette qu'on en arrive encore à cette méthode. François-Xavier Bellamy, sans étiquette, qui est au conseil municipal de Versailles depuis 2008. Il a 31 ans. Il s'est fait connaître notamment pour différentes prises de position dans les cadres de débats d'idées, normalien, agrégé, enseignant de philosophie. C'est un jeune loup, c'est comme ça qu'il est présenté, de la droite catholique conservatrice, proche de la Manif pour tous aussi. Est-ce que vous estimez que c'est un bon candidat? Malgré François-Xavier est un garçon charmant et extrêmement brillant. C'est certainement un très bon candidat. Moi, j'ai envie de dire, ma candidature, elle était... je pensais pouvoir venir aujourd'hui parler de ma candidature, mais elle était surtout la démonstration d'un homme de terrain. C'est vrai que j'étais soutenu par beaucoup d'élus autour de Versailles, les conseillers départementaux, de parlementaires, parce qu'ils me voient sur le terrain, parce qu'ils savent que je travaille aussi pour les Yvelinois et pour les Versaillais. Je crois que c'était ça aussi. C'était toute la candidature, toute la campagne de François Fillon aussi, qui était de dire, moi j'ai fait 4 ans sur le terrain, j'ai compris le problème des Français. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'était ça. Ça fait longtemps que je suis sur le terrain, ça fait longtemps que je travaillais aussi pour ma ville, pour mon département, et je pensais avoir compris aussi les problématiques des Yvelinois, et c'est la raison pour laquelle je voulais être candidat à cette primaire. Il y a une autre circonscription dans les Yvelines où il y a eu du changement, en tout cas il y en aura, c'est la 3e, c'est celle du Chesnay. J'aimerais aussi vous y faire revenir. C'est Henri Guénaud qui est député sortant. Il a été écarté par les Républicains pour des propos notamment à l'encontre de la primaire et puis son envie de se présenter aussi en dehors de son parti. Il a donc été mis à l'écart, il n'aura pas l'investiture des Républicains. Là, vous comprenez ce choix aussi? Alors, je comprends le choix, effectivement. Pour moi, soit on est dans le parti, soit on ne l'est pas. Quand on veut avoir l'investiture du parti, je pense que c'est important de pouvoir l'être. C'est vrai que je ne comprends pas forcément aujourd'hui qu'on puisse prendre des décisions à l'écart de candidats qui ne sont pas forcément dans le parti ou contre le parti. On se demande à quoi ça sert de travailler pour le parti, de faire les campagnes pour le parti, pour aller choisir des candidats qui ne sont pas forcément dans le parti, soutenus par des gens qui ne sont pas forcément non plus dans le parti. C'est un peu compliqué. Et effectivement, on le voit sur la 3e, on n'a pas pris de décision parce qu'on a laissé le temps aux candidats de pouvoir faire
leur campagne interne au sein du parti. Je regrette qu'on n'ait pas fait la même chose dans la première circonscription. Ça veut dire quoi? Que globalement, sur les investitures, la façon dont ça se déroule avec l'équipe Fillon, vous avez des doutes, des inquiétudes, des questions? Je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe Fillon. Je pense qu'on reste aujourd'hui dans les vieux fonctionnements de nos partis, quoi. L'excellent moment de démocratie moderne qu'on a pu avoir avec la primaire, on le fait sur le plan national devant la caméra, mais on le fait plus en local sur le terrain. C'est un peu dommage. Pour succéder à Henri Guénaud, ce sera peut-être Philippe Briot. Il a fait acte de candidature. Le maire du Chesnay, je vous propose de l'écouter. Il était invité sur notre plateau cette semaine. Henri Guénaud a plein de qualités. C'est un type qui est instruit ou autre, mais il n'est pas sur le terrain. Il n'écoute pas les gens. Comment voulez-vous, à l'Assemblée nationale, proposer des lois qui ne sont pas en rapport avec l'attente des gens? Aujourd'hui, moi, je considère que ma candidature est celle, je pense, de l'expérience et de la proximité des gens. Si la droite veut séduire les gens, il faut qu'elle change de technique, il faut qu'elle change de méthode. C'est des gens de terrain qui doivent y aller. C'est la raison pour laquelle je fais acte de candidature. La suite, pour vous attendez cette décision à la dernière minute pour cette investiture? Mais moi, Est-ce que vous serez candidat si vous ne l'avez pas, l'investiture? Bien sûr. Même sans investiture? Bien sûr. Donc contre votre famille politique? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une famille aujourd'hui? Une famille, c'est quelqu'un qui est solidaire de ses membres. S'ils sont solidaires de ses membres, ils me donneront investiture. Henri Guénaud qui a annoncé sur notre plateau que même s'il n'avait pas l'investiture, il se présenterait. Je reviens à ma question du début de l'émission. Est-ce que ce sera le cas pour vous? Écoutez, pour le moment... Est-ce que c'est en réflexion au moins? Je réfléchis. Cette décision est arrivée tellement vite. J'étais un peu pris de court pour tout vous dire, donc j'y réfléchis. J'exclus vraiment rien. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on ait un débat avec les dirigeants du parti, avec les dirigeants de l'équipe Fillon, et puis on reverra les choses. Mais je n'exclus rien. C'est vrai que c'est ce que j'ai combattu, moi, en 2011, ce droit de suite, j'ai un peu de mal, je ne vous cache pas. Nous évoquons la question des législatives. Il y a tout de même une inconnue de taille. C'est le verdict de la présidentielle. C'est une élection incertaine, encore plus cette année que les autres fois, avec de multiples rebondissements, et notamment l'affaire François Fillon, ou les affaires François Fillon. Aujourd'hui, est-ce que François Fillon doit jeter l'éponge, selon vous? Non, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas, parce que d'abord, ça a été un excellent candidat. Il a vraiment fait une campagne superbe où il a réussi à rassembler toute la droite sur un projet. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire avec une force, mais un lynchage qu'on n'a jamais vu, enfin je veux dire sans précédent. Et on voudrait nous faire croire que ce n'est pas le candidat idéal. Moi, je crois aujourd'hui que c'est le candidat idéal. Je pense que c'est le candidat qui dérange. Le candidat qui dérange la gauche, ça c'est certain, où on sent la faiblesse de la gauche, où on voit un candidat frondeur reprendre le pouvoir à gauche. Franchement, après une gauche très divisée comme on peut l'avoir aujourd'hui, je peux comprendre qu'ils s'attaquent au candidat de droite. Maintenant, la façon dans laquelle c'est fait, je trouve ça un peu ignoble. Je ne juge pas les faits. Je crois surtout... Après, il y a des enquêtes, il y a une présomption d'innocence, voilà, bien évidemment, et il y aura des enquêtes qui seront menées. Maintenant, a priori, c'était pas, il n'y avait pas une faute juridique. En fait, il y a peut-être une faute morale, mais il n'y a pas une faute juridique. Donc, j'ai envie de pouvoir repenser qu'on doit aller plus loin aujourd'hui et passer outre ce genre de calomnies qui sont régulières tous les jours dans le Mais est-ce qu'il peut s'en remettre pour relancer la campagne? Parce que là, on parle beaucoup de ça. On en a besoin. On ne va pas remettre un candidat 3 mois, 2 mois et demi avant l'élection. J'ai envie de dire ça serait absurde. Donc il faut vraiment aujourd'hui qu'on reparte avec le candidat. Il a fait une très belle campagne. Il a montré qu'il y avait des réformes importantes à faire en France. Je sais que c'est des réformes qui dérangent certains Français, mais aujourd'hui on n'a pas le choix quand on a un pays dans une situation aussi calamiteuse qu'on peut avoir aujourd'hui, où on voit des gens qui ont de moins en moins de moyens, on voit les classes moyennes qui ont de moins en moins de moyens, et on voit toutes nos richesses partir à l'international. C'est d'une tristesse épouvantable. On a un pays qui va mourir. Certains parlent de cabale véritablement contre la droite, contre François Fillon. C'est comme ça que vous l'analysez aussi? Moi, je pense que c'est vraiment comme ça que je l'analyse. Ouais. C'est vraiment comme ça que je l'analyse. Après, on peut rentrer sur plein de débats. On supprime le non-cumul, c'est très bien. Mais est-ce que aussi, peut-être, on peut revoir aussi le mandat de l'élu? Est-ce que c'est normal aussi qu'un parlementaire touche 5 900 € quand vous avez un directeur d'administration ou un sous-directeur d'administration qui est payé entre 8 000 et 15 000 €? Voilà, posons-nous aussi les vraies questions. Il faut payer plus les parlementaires? C'est une question, je pense qu'il faut qu'on... Ça sera difficile à faire comprendre aux Français dans une situation aussi compliquée. Alors les parlementaires ou les élus en général, comment vous estimez... Enfin, on peut vouloir demain avoir un maire d'une ville de 30 000 habitants qui bosse à plein temps, le soir, le week-end, et qui est payé 1 500 €.
c'est aussi un vrai sujet aujourd'hui. Peut-être posons-nous les vraies questions aussi sur le statut de l'élu. On n'arrivera peut-être pas à des situations comme ça. Sur la situation des présidentielles, donc c'est difficile d'y voir clair sur le résultat final. Et du côté de l'UDI, du centre, on évoque la tentation Macron aussi, un rassemblement autour du centre. Je vous propose d'évoquer cette question justement et de voir la manière dont s'approche ce rapprochement entre l'UDI et le MoDem dans le département des Yvelines. Il y a quelques semaines, les deux formations ont tenu une cérémonie de vœux en commun pour 2017. Le reportage. Soutien d'Alain Juppé, le MoDem avait pris ses distances à l'issue de la primaire de la droite pour laisser planer le doute d'une candidature de François Bayrou. Du côté de l'UDI, la désignation de François Fillon avait aussi entraîné une division au sein des militants. Dans les Yvelines, les deux formations ont donc décidé d'officialiser leur rapprochement ce début d'année autour d'une cérémonie de vœux commune. Au niveau local, on a vraiment le plus souvent une feuille de papier à cigarette d'épaisseur entre nos convictions et le point de vue qu'on a sur les différents projets locaux, départementaux, régionaux et communaux bien sûr. Ça fait longtemps qu'on se dit quand même qu'on a toutes ces valeurs qu'on a en commun, il faudrait qu'on les porte sur le territoire. C'est vraiment pour le territoire qu'on le fait, parce que la politique, vous voyez bien, la politique au niveau national, ça commence à devenir un peu délétère. Il y a des affaires qui sortent les unes derrière les autres. Europe et environnement, l'heure est donc à l'union avec des valeurs communes et pourquoi pas un rassemblement autour d'un autre candidat pour la présidentielle. Emmanuel Macron séduit beaucoup, y compris dans nos rangs, il ne faut pas non plus avoir de langue de bois. Pour autant, il y a une méthode à l'évidence qui est intéressante, mais il y a un contenu qui est encore imprécis à l'évidence. Donc on va voir ce qu'il propose. Ça interpelle, c'est intéressant, les jeunes le suivent. Il a amené un vent nouveau, de l'air frais. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, c'est pas possible. Et pourquoi pas des candidatures communes aux législatives? Une question que doivent évidemment se poser les responsables des mouvements. Lors des européennes de 2014, les listes UDI-MoDem avaient totalisé 14% dans les Yvelines, derrière l'UMP et le FN, mais devant le Parti socialiste. Si l'UDI décide d'un ralliement massif derrière, par exemple, Emmanuel Macron, ça va handicaper encore un peu plus la candidature des Républicains? Certainement. Et vous leur dites quoi aux centristes qui sont tentés de changer de candidat? Oui. Déjà, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est quand même l'échec du quinquennat de François Hollande. Il a fait toute l'économie, il a été ministre après de l'économie, et on voit aujourd'hui qu'on a la pire économie de la Ve République. Donc c'est le pire résultat qu'on ait pu avoir. On voudrait nous faire croire que maintenant Emmanuel Macron, c'est le sauveur de la France l'année prochaine. Moi, j'y crois pas. En revanche, que je crois certainement, c'est que, et avec l'UDI, on a quand même un certain nombre de valeurs communes avec les Républicains, et notre objectif, c'est bien de battre la gauche qui nous a mis dans une situation déplorable depuis 5 ans. Donc si on veut nous dire aujourd'hui il faut se diviser, non, je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment se rassembler. La preuve on est dans ce reportage où on dit bien qu'il faut aller se rassembler derrière un candidat, derrière François Fillon. D'ailleurs, on a fait cette primaire de la droite et du centre. Alors, il n'y avait pas de candidat du centre peut-être, mais aujourd'hui on était tous d'accord pour dire qu'il fallait se rassembler derrière un leader. Il a été élu à 4 millions avec 4 millions d'électeurs, c'est pas neutre. Voilà, je pense de participation globale. Participation globale. Mais en l'occurrence, c'est pas neutre pour valider un programme et un élu. Dans une dizaine de minutes, nous allons accueillir sur ce plateau un jeune lycéen. Il votera pour la première fois cette année. Il va nous donner son regard sur l'actualité politique. Nous poursuivons pour l'instant cette édition avec Olivier Delafère, conseiller municipal Les Républicains sur Versailles, conseiller départemental. Et justement, l'actualité politique, c'est aussi ce rapprochement qui s'opère entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Un établissement public commun a été créé avec des premières tâches à assumer, avec un budget aussi commun. Est-ce que vous faites partie des sceptiques au sein de l'Assemblée départementale des Yvelines? Il y en a quelques-uns. On évoquait Philippe Briot tout à l'heure. Il fait aussi partie de ceux qui s'opposent à ce rapprochement Yvelines-Hauts-de-Seine. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes convaincu du projet? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a rien de joué dans ce rapprochement des Yvelines avec les Hauts-de-Seine. En revanche, ce qui est important, c'est de pouvoir étudier toutes les solutions pour demain, parce qu'on a un territoire aujourd'hui qui est attractif. On a un beau territoire des Yvelines, mais il ne faut pas oublier que d'abord, il y a des enjeux économiques derrière qui sont forts. Quand on a une baisse des dotations considérable du gouvernement et à la fois quand on a une hausse des dépenses sociales importantes, on est en droit de rechercher à faire des économies et puis de rechercher les solutions pour que demain on soit encore plus performant dans nos missions. On peut dire aujourd'hui que les Yvelines étaient un département très bien géré et a très bien fonctionné, mais avec la baisse des dotations de l'État, quand on a perdu 200 millions d'euros cette année, ça nous a effectivement bien handicapés sur un certain nombre de nos missions.
Donc aujourd'hui, l'idée peut-être d'aller chercher avec un autre département des mutualisations de moyens pour pouvoir encore faire mieux et pouvoir continuer le service qu'on peut apporter aux Yvelinois, ça me paraît une bonne réflexion. Ça peut permettre des économies. On a créé justement l'établissement public interdépartemental dans lequel on a déjà mutualisé des missions. Mais je crois déjà on verra d'ici 6 mois, 1 an, quels en sont les fruits. C'est une construction qui est récente. Quels en sont les fruits? Est-ce qu'on a réellement fait des économies avec ça? Et je pense que là, on pourra prendre des vraies décisions. Est-ce que aujourd'hui, après, effectivement, les Yvelines, c'est un superbe département. On est attaché à notre département des Yvelines. Tous les Français ont montré qu'ils étaient très attachés à leur département. Maintenant, le département des Yvelines, c'est un département récent. C'est un département qui date de 1964. Avant, c'était la Seine-et-Oise qui a été reconstruite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se fermer à toutes les solutions. En plus, on a ce problème de métropole du Grand Paris. Il faut savoir que les Yvelines ne sont pas dans la métropole du Grand Paris. Mais justement, on nous explique, en tout cas, c'est ce que les opposants nous expliquent à ce projet, c'est que c'est surtout pour aller embêter la stratégie du Grand Paris, ce rapprochement. Qu'on l'embête, j'espère qu'on l'embête très fortement, ça c'est certain, mais je crois aujourd'hui, surtout, il faut voir comment demain notre département peut rester attractif. Et donc aujourd'hui, on se doit d'étudier ce que j'apprécie dans cette réflexion avec le président Bédier, c'est justement de pouvoir se dire qu'est-ce que l'on peut faire demain pour les Yvelinois et faire en sorte qu'on puisse donner les mêmes prestations aux Yvelinois, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes handicapées, que ce soit pour nos collégiens et que ce soit aussi pour nos infrastructures. Il faut qu'on reste un département attractif, il faut que les entreprises continuent d'avoir envie de venir dans les Yvelines, parce que les avoir tous dans la première couronne, ça ne va pas nous arranger non plus. Ce budget commun qui a été voté pour cette EPI qui regroupe Yvelines et Hauts-de-Seine, nous étions présents lors du vote, le reportage aussi. Moins de 500 000 € en 2016, près de 14 millions d'euros en 2017 et un budget commun multiplié par 30. Les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine poursuivent leur rapprochement. Dans le détail, cette année, 12,7 millions d'euros sont dédiés aux routes départementales, 1 million à l'archéologie préventive et 100 000 € au service de l'adoption. Les départements versent à l'établissement public l'argent qui était consacré auparavant pour remplir ses missions, à l'euro près. Et c'est là, donc, dans un peu plus d'1 an, dans 18 mois sans doute, quand on aura la comptabilité de l'établissement public, qu'on pourra voir si effectivement nous avons comme ça réalisé des économies. Parmi les 88 élus départementaux, 6 des Hauts-de-Seine classés à gauche ont voté contre le budget primitif. Dans les Yvelines, sans opposition politique, seul Philippe Briot s'est abstenu. Je suis dubitatif sur la pertinence, parce qu'en fait, vendredi dernier, en votant le budget des Yvelines, je n'ai pas vu l'effet miroir de la diminution des sommes que j'ai votées aujourd'hui. Si nous avons voté aujourd'hui une somme, je dois le trouver en moins à proportion respective de chaque département. Je ne l'ai pas vu. Également opposé aux arguments économiques de la mutualisation, des agents de la CGT s'étaient rassemblés avant le conseil d'administration de l'EPI. Ils s'inquiètent notamment pour leurs conditions de travail. Une dernière question sur ce rapprochement, Olivier Delafère, entre Yvelines et Hauts-de-Seine. Est-ce que finalement, il ne faudra pas à un moment ou un autre demander aux habitants leur avis ? Un référendum? Alors, la question a déjà été posée. Je ne sais pas si légalement on a le droit de le faire aujourd'hui. En revanche, c'est vrai qu'on peut nous reprocher d'avoir pris cette décision en dehors de la campagne électorale. Mais en revanche, il faut vraiment pas oublier les incidences qu'on a pu avoir, notamment budgétaires derrière, et toutes les incidences, toutes les missions qui nous sont redonnées de l'État, la redistribution aussi de la loi NOTRe. Ça fait partie aussi des nouvelles évolutions sur lesquelles on doit regarder. Moi, je trouve que ce rapprochement est vraiment étudié. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui s'il faut le faire ou pas. On va avoir un certain nombre d'arguments qui nous permettront de prendre notre décision. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est bien de pouvoir y réfléchir. Nous passons à présent à la dernière séquence de cette émission du 7-8 Politique. Les élèves de terminale ES du lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux qui suivent une spécialité sciences sociales et politiques s'expriment sur notre antenne depuis le début de cette saison, depuis le mois de septembre. Ils votent pour la plupart pour la première fois en 2017. Aujourd'hui, c'est Émeric, bonjour, qui nous a rejoint en plateau. Vous allez exprimer votre regard sur la politique, sur les politiques aujourd'hui. Vous avez rédigé un petit éditorial avec vos camarades. On vous écoute. Bonjour. Alors, on assiste à de profondes mutations au plan politique sur la scène internationale. En effet, le Brexit, voté par le peuple britannique, pourrait fragiliser sur les prochaines années l'Europe politique, diplomatique, économique et militaire.
L'élection surprise de Donald Trump aux États-Unis peut marquer un tournant quant à la place diplomatique de son pays sur la scène internationale et soulève des interrogations quant à l'évolution de l'OTAN, au rôle futur des États-Unis au Moyen-Orient, ainsi que sur les controverses actuelles liées à la délivrance de visas et à la politique migratoire menée par le gouvernement actuel des États-Unis. Enfin, la poursuite en Europe de la montée des extrémismes avec l'extrême gauche menée par le parti Syriza en Grèce avec Alexis Tsipras à sa tête, ainsi que le parti espagnol Podemos et l'extrême droite polonaise nationaliste portée par Andrzej Duda. Prenant le cas de la Pologne, en décembre 2016, RFI nous signale que les députés des 3 partis d'opposition parlementaire ont protesté auprès du président polonais Duda contre sa décision de limiter l'accès des médias aux députés. En outre, d'après RTS, le président polonais aurait confié le pouvoir de nominer les dirigeants des médias publics à l'un de ses ministres. Des questions se posent ainsi sur le futur de la liberté des médias, sur l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs judiciaires et politiques, ou encore sur le respect des libertés individuelles. Dans un monde instable et lors de cette année électorale importante pour notre pays, la France va-t-elle faire le même choix que celui de certains de ses voisins ? En tout cas, en regardant les sondages et les analyses réalisées par les médias français, il semble y avoir chez nous, comme à l'étranger, une défiance vis-à-vis des élites et des représentants de la vie politique française en général. À moins de 80 jours du premier tour de l'élection présidentielle, un enseignement majeur doit cependant être soulevé. En effet, si la confiance vis-à-vis des politiques est en baisse, l'intérêt pour la politique en elle-même est en augmentation. En effet, les primaires ont permis à 6 millions d'électeurs cumulés après les primaires de gauche et de droite de s'exprimer par les urnes. Cette élection présidentielle souligne l'opposition de 2 visions divergentes de la politique et du rôle de l'État. D'un côté, nous avons l'idée, portée par Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, porteurs d'une vision de la gauche audacieuse et idéaliste, encourageant un État plus interventionniste dans l'économie et accroissant son implication dans la société. Cette vision s'oppose à celle de François Fillon, candidat d'une droite assumée et libérale, favorable à un État recentré sur ses fonctions régaliennes, la défense, les sécurités intérieures et extérieures, et la justice. Toutefois, une autre voie émerge, celle d'une éventuelle conciliation de ces différences de vision, celle d'Emmanuel Macron, pour rassembler au-delà des affinités partisanes, au-delà du fossé idéologique qui sépare des candidats comme Benoît Hamon ou encore François Fillon, dans le but d'éviter de diviser encore plus les Français. Donc, dans un pays aujourd'hui aussi divisé, que peuvent faire les responsables politiques pour recréer un sentiment d'unité et redonner à chacun le sens du politique ? Et comment nous éviter le danger du populisme en trouvant des solutions fortes et viables face au risque d'une cassure irréversible au sein de notre société entre le peuple et ses représentants? Cette question, justement, on va la poser à Olivier de la Ferme. Mais Émeric, tu vas rester en plateau. Ce qui s'exprime et ce qui ressort, c'est cette tension qui s'opère aujourd'hui avec des extrémismes de gauche, de droite qui parviennent au pouvoir dans différents pays à travers le monde et pas seulement en Europe. Et comment, pour répondre à ces questions, aujourd'hui on réussit à restaurer cette unité ? Moi, je crois que ça a été le côté positif de cette primaire. C'était enfin pour la droite de pouvoir exprimer un vrai projet. Ça fait très longtemps qu'on ne savait plus ce que voulait faire la droite, où elle voulait aller, un coup au centre, un coup à droite, un coup au milieu. Le projet de François Fillon, il a été une réponse très très claire de ce que les Français avaient besoin. Il a fait 4 ans de terrain. Moi, c'est ce qui m'a fasciné un peu dans son projet. C'est 4 ans qu'il a pu faire sur le terrain et écouter les Français, les problèmes des Français, des entrepreneurs, des agriculteurs. Et à chaque fois, il a sorti des idées, après, on aime ou on n'aime pas, mais il a sorti un projet, il a sorti des idées qui correspondaient à leurs problèmes. Et je crois que c'était ça, je crois que c'est ça, demain, la politique dont on a besoin, c'est de répondre aux problèmes des Français. Qu'on arrête de nous faire de la démago, à nous sortir des grands trucs qu'on ne fera jamais parce que ça coûte très cher. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une vraie vision des problèmes des Français. Oui, pourquoi les agriculteurs n'y arrivent pas aujourd'hui ? Pourquoi il leur manque 1 ou 2 centimes sur le litre du lait
face à la grande distribution. C'est pas normal. Aujourd'hui, un agriculteur, ils doivent pouvoir s'en sortir avec le fruit de son travail. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit pouvoir embaucher facilement. C'est toutes ces petites choses-là aujourd'hui que François Fillon a essayé de porter et a essayé de proposer. Sur la sécurité sociale, on l'a contesté aussi, mais sur la sécurité sociale, il faut juste regarder comment on peut faire mieux, et c'était sa volonté, comment on peut faire mieux demain pour essayer de soigner plus de gens et mieux et moins cher. Je pense que c'est ça la réflexion aujourd'hui. On doit réformer un certain nombre de choses. On a une administration qui est hyper lourde en France, qui empêche beaucoup de choses, et notamment nos entreprises, qui voudraient qu'on leur fiche la paix pour pouvoir travailler mieux, pour pouvoir faire de façon beaucoup plus simple, de pouvoir embaucher. C'est toutes ces choses-là dont on a besoin. Vous défendez votre candidat et son programme. Je ne défends pas le candidat, mais vraiment... C'est bien normal, mais pour répondre à la question, et là j'ai aussi posé la question à Aymeric, aujourd'hui les discours, en dehors des extrêmes, les discours qui sont tenus, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, vous semblent aller dans le bon sens, en tout cas pas vers une tension d'extrémisme. Est-ce que ça peut apporter des réponses? Est-ce que vous, en tant que jeune, pour 2017, vous allez voter pour la première fois là, cette année? Vous ne pourrez pas encore voter là pour 2017, mais concrètement, ça vous rassure, les politiques qui sont portées, les paroles qui sont portées, quand vous entendez Olivier Delaferre, par exemple? Je trouve que chacun veut défendre son candidat, c'est sûr, mais les discours, au lieu de nous réunir, les discours nous divisent de plus en plus, en faisant porter une voix de gauche plus en plus à gauche et une voix de droite plus en plus à droite. Alors, au contraire, il y a une volonté de rassembler plus vers le centre, du coup. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait surtout se rassembler sur un projet et voter, voter pour un projet, plus qu'un candidat, déjà. Pourquoi l'extrémisme est monté aussi? C'est parce qu'on les entendait avec des idées très fortes, que ce soit la gauche, enfin l'extrême gauche ou l'extrême droite. Aujourd'hui, et effectivement, et la gauche et la droite, on avait tendance à continuer d'avancer parce qu'on était au pouvoir les uns les autres, sans jamais se poser les vraies questions, ce dont avaient besoin les Français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire. On l'a vu dans le débat de la primaire de gauche, on l'a vu dans le débat de la primaire de droite. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de dire... Aujourd'hui, c'est juste qu'il y a une clarification du paysage politique. Et je pense qu'aujourd'hui, si on l'écoute vraiment, et ça, c'est là, je veux dire, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui aux Français pour se rassembler, c'est aller écouter les projets, les programmes des différents candidats. Et rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on a, pour moi, en ce qui concerne François Fillon, il a vraiment un projet qui correspond aux problèmes des Français et il veut y répondre parce qu'on a eu pendant trop longtemps, on a laissé faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout bouger, il faut tout réformer pour qu'on puisse aller mieux demain et faire en sorte que les Français soient contents de pouvoir vivre en France. Et on verra comment les discussions vont évoluer. Et on espère qu'on reparlera un peu plus des programmes que des affaires dans les prochaines semaines sur ce plateau et sur toutes les autres antennes nationales. Merci à tous les deux d'être venus. C'est la fin de ce 7-8 politique. À très bientôt sur notre antenne.